le focus de Tech Co. Focus sur le bien-être et le bonheur au travail. Ce soir, on en parle avec nos invités, puisque là, on le sait maintenant, la satisfaction au travail est indispensable à la performance de l'entreprise. Nos invités, donc expertes aussi sur le sujet. Bertie Neuquet, donc gérante du fonds Happy at Work. Bertie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Donc Happy at Work, que vous gérez depuis même pas un an chez Sycomore Asset Management. Le lancement, c'est quand, rappelez-moi? Oui, un peu plus d'un an, juillet 2015. Ça marche. Voilà. Je crois que la performance, c'est même pas, je crois d'ailleurs, je crois, la performance est au rendez-vous. Vous faites mieux, notamment que l'indice CAC 40. Oui, tout à fait. Vous nous direz ce que vous mettez dedans et comment vous allez visiter les entreprises, quels critères vous prenez en compte pour rentrer ces valeurs dans votre portefeuille. Puis Sylvie Chauvin, est avec nous, spécialiste du bien-être au travail. Sylvie, bienvenue. En tant qu'experte, vous nous direz ce que vous en pensez. Puis Delphine Sabatier est restée avec moi. Delphine, rebonsoir. Tu diriges 01net.com. On trouvera d'autres invités, d'autres experts tout à l'heure après la pause de 21h15. Mais d'abord, donc petit reportage là. Notre reporter Cécile Tordo, est allée voir les entreprises, des petites, des startups et puis des grosses, notamment présentes au CAC 40, pour voir comment le bonheur était prodigué, était réalisé pour leurs salariés. Certaines y croient, vous allez le voir, dur comme fer, et font ça parfois depuis très longtemps, puisque c'est une notion qu'on a en tête depuis 30-40 ans, même si en France, visiblement, on s'y intéresse depuis pas si longtemps que ça. Donc Cécile Tordo, qui est allée à la rencontre de ces entreprises, et on se retrouve dans 60 secondes. Vous aimez les champignons, le parmesan? Aujourd'hui, chez OnePoint, c'est déjeuner italien. Ce cabinet de conseil fait appel plusieurs fois par mois à des chefs à domicile. Les salariés apprécient. Pouvoir manger au bureau, c'est quand même quelque chose de très convivial, je dirais. Ça joue forcément sur l'ambiance et la motivation pour se lever le matin et aller travailler. Le groupe a investi près de 6 millions d'euros pour le bien-être de ses salariés. Salle de sieste à tous les étages, salle de sport. Pour Jean Spiry, le responsable du projet, le retour sur investissement est au rendez-vous. C'est un investissement qui a deux formes de rentabilité. La performance de nos salariés et aussi pour nos clients, c'est un outil marketing pour vendre nos services et nos conseils. Ici, au siège de Schneider Electric, c'est cours de yoga tous les lundis. Le groupe a lancé un vaste programme de bien-être dans l'entreprise. Prévention santé, amélioration des locaux, formation des cadres. Paula Aitkened est responsable du projet. On a 1000 ambassadeurs well-being dans le monde. On a nos leaders qu'on est en train de former et on va faire des recherches sur l'impact entre le bien-être et la performance chez Schneider Electric. Selon certaines études, on est 12% plus productif lorsqu'on est heureux au travail. Voilà, le yoga au travail. Sylvie, vous êtes, ça vous surprend pas, ça, pour vous? J'imagine que c'est pas votre pain quotidien, mais c'est normal, quoi. Ça me surprend pas du tout, et en plus c'est magnifique Schneider Electric. Oui. Parce que le premier qui s'est intéressé, un des premiers, c'était le rapport Lachman, et c'était le président de Schneider Electric. Très juste. Il avait écrit quelque chose qui s'appelait les 10 propositions pour le mieux-être au travail. Et dans ces 10 propositions, je pense que c'est ce qui a donné aujourd'hui envie à plein d'entreprises de se lancer dans cette quête du bonheur au travail. Alors, bonheur au travail, moi je préfère le plaisir au travail. Parce que bonheur, je le mets un peu au-dessus, mais dans le plaisir au travail, ça fait partie d'un ingrédient, mais il y en a plein d'autres qui tournent aussi peut-être un peu plus sur l'organisation. Les entreprises tech ont de l'avance là-dessus, parce que l'image qu'on a des entreprises américaines, entre la bouffe gratuite, les salles de repos, ça fait longtemps, les baby-food, tout ce qu'on connaît déjà depuis très longtemps, on a l'impression que pour eux c'est normal en fait. C'est pas waouh, c'est juste normal, sinon les salariés ne viennent pas en fait. Voilà. Alors, les entreprises tech, elles ont été les premières à le faire. Elles ont été les premières à le faire parce qu'on était sur un secteur de pénurie du marché. Et j'ai été présidente d'un club qui s'appelait les DRH du digital, et dans ce club, on était aussi les premiers à installer le baby-foot, à donner des brownies au chocolat gratuits, etc. Mais maintenant, c'est plus ça. Alors, ils le font, ils nous ont aidés à mettre en place un certain nombre de leviers dans l'entreprise pour que ça marche bien. Mais maintenant, en fait, le bonheur et le bien-être au travail, c'est surtout travailler sur l'interne de l'entreprise, l'organisation et l'équité. Pour que les salariés se sentent bien, il faut qu'à un moment ils soient dans une structure. Alors il y a le yoga, il y a tout ça, mais surtout que les signes d'équité en interne soient bien respectés. C'est en tout cas moi un de mes chevals de bataille. Bertie, vous investissez dans quoi? C'est des entreprises uniquement françaises, européennes? C'est quoi le spectre là, de votre fonds Happy at Work? Alors, c'est un fonds action internationale, et je me retrouve tout à fait dans ce que dit Sylvie, puisque nous, c'est vrai qu'on a
Le postulat de Sycomore, c'est qu'une entreprise ne créera de la valeur sur le long terme que si elle crée de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Les salariés étant bien entendu un des moteurs principaux de l'entreprise. Et c'est après plus de 20 ans de gestion. C'est le salarié avant l'actionnaire pour Sycomore? C'est le salarié et l'actionnaire. Mais pour le fonds Happy at Work, ce qu'on regarde en premier lieu, donc bien entendu, le retour, la performance de long terme est très importante pour les actionnaires. Mais on pense que ce sont les entreprises qui prennent soin de leurs salariés qui vont créer de la valeur sur le long terme et que du coup vont créer de la valeur pour l'actionnaire. C'est quoi les premières lignes de votre fonds alors? Alors on a comme première ligne par exemple Octo Technologies, qui est une petite société en conseil, exactement, qui vient faire qui vient faire l'objet d'une OPA par Accenture, et donc le titre a bondi de plus de 40% en une séance. On a également des plus grandes entreprises comme Michelin, donc pas uniquement des petites sociétés de tech, mais aussi de l'industrie. Donc on a du Michelin, du Bonduel, qui ont dans les vieilles sociétés là qui existent depuis des dizaines d'années, on sait garder ses salariés et attirer de nouveaux à travers des méthodes qui sont en France relativement innovantes quand même. C'est ça, il y a plusieurs types, en fait plusieurs profils d'entreprises, donc des entreprises familiales, humanistes, qui ont vraiment à cœur de faire évoluer leurs salariés dans l'organisation, qui utilisent aussi de nouveaux outils de management, donc qui utilisent par exemple le digital, qui associent leurs entreprises à la définition de la stratégie, donc bien entendu donner du sens, l'équité. Quand je disais que je me retrouvais tout à fait dans ce que disait Sylvie, c'est vrai que l'équité pour nous c'est quelque chose de primordial, donc on va regarder tous ces aspects-là et donner du sens au travail, à l'organisation, bien entendu, que chaque collaborateur sache ce pourquoi il travaille et en quoi il contribue à la mission de l'entreprise. Delphine, question pour nos invités. C'est vrai qu'on a quand même encore l'image de ces grandes sociétés high-tech dans lesquelles il fait bon vivre parce qu'il y a des salles de sport et tout ça. Il y a autre chose qui était important, je pense, dans l'esprit des entreprises du numérique, c'était de laisser une part de créativité aux salariés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un épanouissement personnel aussi dans l'entreprise. Et ça, je pense que ça vient de cette culture open source du monde Linux, où finalement on parie sur le fait que les gens sont motivés de manière intrinsèque, c'est-à-dire que naturellement ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie d'être créatifs, ils ont envie d'avoir l'esprit entrepreneurial même, et donc il faut laisser s'épanouir tout ça dans l'entreprise. C'est quelque chose qui a été vraiment très fort à l'origine des géants du numérique, qu'on retrouve un petit peu moins maintenant. J'ai l'impression que l'arrivée justement du big data, où on est capable de tout mesurer, fait qu'on mesure plus tellement l'épanouissement et le bonheur, on est plutôt en train de mesurer l'efficacité, la productivité. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais c'est bien, vous allez nous expliquer. Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent de mesurer le bonheur, et pas seulement la productivité qui est la preuve ou non d'un épanouissement du salarié? Alors, je suis tout à fait d'accord sur la première partie de votre proposition, sur la deuxième moins. Parce que ce qui fait bouger, je crois, aujourd'hui les entreprises du numérique, et par phénomène de contagion, et c'est là où l'époque qu'on vit est absolument formidable, c'est que ça commence à toucher toutes les entreprises. Vous l'avez dit, Michelin, et même des entreprises, on va dire, plus industrielles, sont très en avance aujourd'hui sur la notion du bonheur au travail. Alors pourquoi? Moi, mon analyse, et que je partage avec pas mal de personnes sur ce sujet-là, c'est le fameux VUCA. Vous connaissez le VUCA? Le VUCA World dans lequel on est. Le VUCA, c'est dire qu'à un moment, on vit dans un environnement où rien n'est prévisible. Alors, vous dites on peut tout mesurer, vous avez raison, le big data on peut tout mesurer, mais en même temps rien n'est prévisible. Le VUCA, on est dans un environnement volatile. Nos clients d'hier, c'est pas les clients d'aujourd'hui. Il y a un petit nouveau sur le marché qui peut arriver et qui va tout chambouler. Donc je suis dans un environnement complètement incertain, c'est le U. Le C, ça devient complexe. Le A, à un moment, on sait plus où on est. Donc ça veut dire que finalement, c'est du stress. Alors c'est du stress, mais en même temps c'est quoi pour le salarié? Dans le modèle d'avant qui était complètement hiérarchique, vous aviez un patron qui donnait des ordres. Aujourd'hui ça marche plus. Ça marche plus parce que celui qui sait, c'est celui qui fait. Donc celui qui fait, à un moment il a l'info, il a le pouvoir. Donc ça remonte. Et du coup c'est ça qui change, c'est que la responsabilité est donnée. Sorti du modèle pyramidal classique. Et je crois qu'un des leviers du plaisir, voire du bonheur au travail, c'est ça. C'est qu'à un moment, c'est celui qui fait qui sait, et du coup, il est responsabilisé par rapport à ses tâches. Et on se pose plus la question du
comment je fais. Ça, en fait, on s'en fiche. Le patron, à la limite des entreprises, si c'est la mode des entreprises libérées, mais je ne crois pas aux effets de mode, ne pose plus la question du comment. Il va surtout dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu bosses, et c'est les nouveaux centres d'appel, par exemple, où on a tous été énervés avec des centres d'appel, on entendait des gens qui nous appelaient, qui récitaient un script. C'était vraiment... maintenant, on a des salariés dans des centres d'appel qui ont carte blanche pour répondre aux clients. Et si à un moment la relation avec le client est difficile parce que vous téléphonez à quelqu'un, et c'est une histoire qui est arrivée chez Zappos, et la personne avait commandé des chaussures et en fait la personne entre-temps est décédée, le conseiller clientèle il peut offrir un super bouquet de fleurs à la personne. Ce qui compte à un moment, c'est que ça fonctionne et que le sens client et la carte blanche. Et je crois que ça... C'est quoi Zappos? Parce qu'on en parle aussi sur Twitter là. C'est qui Zappos? Explique-moi. Zappos, oui, c'est quelle boîte? C'est Zappos, ils vendent des chaussures au départ, ils vendaient des chaussures sur internet, c'est donc un pure player qui vend effectivement un e-commerçant qui vend des produits sur internet. Bon. Et ils ont été les premiers en fait à libérer l'entreprise et notamment à mettre en place un système qu'on appelle l'holocratie. Donc ça a été un peu compliqué parce que ce qu'on a lu dans la presse, c'est que c'était l'ensemble du management qui a été remis en cause. En fait, c'est plutôt une refonte du management qui a plus ses rôles traditionnels, mais qui est plutôt dans un rôle d'aidant, de facilitateur, un peu comme le DRH finalement. Il aide à mieux faire son travail. Et ben donc chez Zappos que vous citez, donc c'est Stéphane qui nous dit sur Twitter, sur le hashtag TechCo, c'est le bien-être du salarié avant celui du client, parce que ça produit de meilleurs résultats pour les clients. Donc, avant l'actionnaire, avant le client, c'est le salarié qu'il faut chouchouter. Vous êtes d'accord visiblement avec ça? Vous parlez de l'entreprise libérée. Moi, je voulais vous citer aussi Isaac Getz, que certains d'entre vous, je pense, connaissent, professeur de management à l'ESC Paris. Donc pour lui, seuls 10% des salariés français sont engagés. Et quand il dit engagé, c'est content d'aller au boulot, heureux, on pourrait dire ce soir. Le reste, il y a deux catégories. 60% viennent au travail uniquement pour le salaire. Bon, certains se reconnaîtront. Et les 30% restants, ils sont malheureux. Et du coup, ils viennent le matin. Pourquoi? Pour saboter et détruire. Activement désengagés. Et ils les comparent à des renards qui mangent des bonnes poules, qui pondent des œufs, qui sont les 11% qui sont... c'est incroyable, mais je crois que c'est vrai. Vous savez, moi j'ai l'expérience de 25 ans avant d'avoir monté ma structure dans les RH, dans des grandes sociétés. Et ce club des DRH du digital me permettait aussi de communiquer. Vous avez plein de salariés qui sont très malheureux. Moi, avant de venir, j'étais dans un café, je préparais l'émission, je me disais qu'est-ce que j'allais vous dire. Et la serveuse me dit mais qu'est-ce que vous faites? J'ai l'habitude de discuter avec les gens. Je lui dis je prépare une émission sur le bonheur au travail. Elle me dit mais vous y croyez vous le bonheur au travail? Elle n'y croyait pas du tout. Donc on a beaucoup de salariés qui sont activement désengagés, mais la bonne nouvelle, c'est que ça change. Mais le bonheur, il est quand même individuel, parce que le problème, c'est de dire on va instaurer le bonheur au travail avec quelques règles. Mais chacun place son bonheur à un endroit différent. C'est-à-dire que je regardais, il y a une étude qui est sortie sur les régions où on est le plus heureux et tout ça. Finalement, les critères changent énormément en fonction déjà du lieu où on est, du temps de transport. À Paris, par exemple, les femmes jugent que le bonheur au travail, c'est aussi d'être payé comme les hommes et pas un salaire inférieur. Donc, il y a beaucoup de critères qui interviennent et qui sont finalement assez personnels. C'est-à-dire que le bonheur, en général, dans notre entreprise, il n'existe pas. Il va être différent pour chacun des collègues qu'on a dans l'entreprise. On parlera de l'équité dans un instant avec Emmanuel Duès du Boson Project. Merci beaucoup Sylvie Chauvin, donc du cabinet de conseil Liber RH. Parfait. Liber RH. Voilà, Liberté humaine. À très bientôt Sylvie. Merci, vous restez avec nous. On va reparler de Happy at Work, votre fonds que vous gérez donc chez Sycomore Asset Management dans un instant. Il est 21h15. Vos questions, vos commentaires toujours sur le hashtag TechCo, TECHCO. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à cette Tech & Co comme tous les soirs jusqu'à la clôture de Wall Street. À tout de suite.